vous avez des questions? Moi, j'en aurais une, en fait. Quand tu parles, c'est le thème central quand même de ta présentation, de la réappropriation, de l'amour un peu classique, comme l'idéal de l'amour homosexuel, tout ça. Puis au début, tu as abordé un peu ton cas théorique en parlant de queer studies, de gender studies et tout ça. Je me demande, est-ce que dans les deux textes dont tu nous as parlé, mais dans l'ensemble de ton corpus, il y a véritablement cette réappropriation-là qui se fait de manière presque calquée, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus queer, dans le sens que Butler pourrait l'aborder, c'est-à-dire qu'il y a une reprise des schèmes, mais toujours avec quelque chose qui vient dissonner, une faille qui est présente, puis qui fait en sorte que c'est pas la même chose, c'est l'espèce de toujours pareil, mais pas tout à fait, tout ça. Oui. De ce côté-là, oui, on voit dans le fond, si on le place dans le fond dans une polarité même et autre, dans le fond, on voit que malgré tous les rapprochements possibles avec le même, on a toujours une certaine tension avec l'autre, mais dans le fond, pour le mettre par exemple avec des pôles magnétiques, ça ne va jamais toucher l'un ou l'autre. C'est toujours dans le fond une oscillation entre cette espèce de dilemme littéraire et théâtral-là. Mais par exemple, mon corpus en particulier n'est pas particulièrement, je ne sais pas comment dire, pas particulièrement queer. On l'explique par son contexte de publication. Mais est-ce que ça... Oui, ça va. Dans le fond, c'est un peu ça. Mais c'est ce que je me disais aussi, je pense pas que Michel-Marie Bouchard, par exemple, je connais pas l'auteur espagnol, mais avec l'époque, c'est plus une littérature qui est considérée comme gay qu'une littérature queer, mais je me demandais s'il y avait quand même dans l'écriture ou dans les représentations qui étaient mises en scène quelque chose qui serait... Oui, on voit quand même beaucoup la subversion de genre qui est aussi présente dans l'autre auteur, mais traitée d'une autre manière. Dans Bouchard, par exemple, surtout dans les Muses orphelines, on a un cas vraiment intéressant, dans le fond, d'un frère et d'une sœur. Un frère, le frère est homosexuel et reprend est presque un avatar de sa mère, on pourrait dire, sa fille, comme sa mère parle, que sa mère a écrit un livre, que sa mère y avait supposément écrit. C'est vraiment, dans le fond, une appropriation, tandis que l'autre, sa sœur, a repris plus des caractéristiques de son père. Comme son père, elle a une attitude très corporelle, très, très masculine, dans le fond, et on a des scènes, dans le fond, où c'est très intéressant parce qu'il joue, dans le fond, une scène, mais en inversant les genres. Dans le fond, le frère joue la mère, la sœur joue le père. Dans le fond, ça pourrait être faudrait penser. Faudrait réfléchir davantage à ça. On le voit d'une certaine manière, on pourrait plus parler de subversion du genre dans ce contexte-là, parce qu'encore là, c'est pas vraiment du queer à la 21e siècle. C'est ça, mais moi par exemple, dans mon approche, j'ai vraiment, comme je vous ai dit, mon approche est vraiment très large. Donc, dans le fond, dans les études de genre, moi j'inclus autant dans le fond des perspectives féministes proprement gays, proprement queer, qui se revendiquent contre le reste. J'essaie vraiment de faire, dans le fond, de prendre tout ce courant de pensée sur le genre, dans le fond, que j'utilise simplement sous études de genre, dans le fond, pour parler autant de la construction de la féminité, de la masculinité, de l'identité transsexuelle aussi, parce que ça revient dans les œuvres. Mais principalement c'est ça. Merci. J'ai une question un peu similaire. Est-ce que la réappropriation de l'amour romantique, alors elle est plutôt à lire aujourd'hui, en tout cas dans la lecture que tu peux faire aujourd'hui de Neufroidi de 1982, est-ce qu'elle est plutôt je sais pas comment dire ça, est-ce qu'elle est progressiste ou bien est-ce qu'au contraire elle est hétéronormative? Moi, d'après moi, dans le contexte de l'œuvre de Bouchard et Follette, elle est progressive. Mais en même temps, il faut faire attention aussi quand on parle d'appropriation, c'est plus on pourrait dire une réappropriation, parce que dans le fond, les personnes homosexuelles grandissent dans ce schème-là aussi, donc dans le fond, ces structures sont leurs également. C'est bon. Mais dans le fond, on va quand même utiliser le mot réappropriation. Dans leur cas, je considère vraiment que c'est très, très progressif, parce que c'est dans un contexte où une simple, dans le fond, relation amoureuse entre deux personnes de même sexe n'était pas concevable ou intelligible. Donc, dans le fond, dans ce cas-là, oui, c'est un énorme pas vers l'avant, ne serait-ce que d'affirmer cette relation-là comme étant existante. Dans ce cas-ci, oui, vraiment. Et donc, dans l'historicité où
l'action est censée se passer. Oui, c'est exactement. Si on les lit aujourd'hui, est-ce qu'on continue d'écrire progressivement? Ben, si on les lit dans son contexte, je crois que oui. Si on les lit vraiment avec une volonté d'appliquer notre contexte à la lecture, je vous dirais un peu moins, je vous dirais qu'elles sont moins progressistes, mais qu'est-ce qu'il est quand même, dans le cas des Feuillettes, c'est vraiment cette volonté-là de l'auteur de se situer dans ce dilemme-là entre l'autre et le même, un peu plus du côté de l'autre. Dans le fond, lui, il veut présenter cette marginalité-là dans une entrevue récente. Il a même parlé justement de cette disparition-là, dans le fond, de cette polarité autre dans la communauté présente dans ce moment. Donc, dans le fond, je vous dirais que c'est un peu moins progressiste, mais ça l'est toujours, particulièrement. Tandis que l'auteur espagnol l'est pas vraiment, je vous dirais pas. Moi, j'aurais un commentaire juste de secondes. Oui, commentaire. Moi, je ne sais pas poser de questions, je fais juste des commentaires. mais je trouvais ça intéressant. J'ai vu les Feuillettes, ça fait quelques années. Puis c'était avec des amis qui se disaient très ouverts d'esprit. Bon, on était obligés avec le cégep, on y allait de toute façon. Mais je trouvais ça très drôle de voir qu'à la sortie du théâtre, un de mes amis était presque hystérique d'avoir vu deux hommes se toucher, puis c'était sa seule fixation. Puis lui, les gars se retrouvaient autour de ça. C'était vraiment leur moyen. Il fallait le crier très fort devant le théâtre pour être sûr que tout le monde autour allait bien les identifier comme les non-gays de la place. C'était super bizarre d'assister à ça parce que quand on en parlait, ils étaient ouverts d'esprit, ils n'avaient aucun problème avec l'amour homosexuel, mais là c'était vrai, c'était plus. Puis dans la mise en scène, les deux hommes, il me semble, étaient nus ou se déshabillaient. En tout cas, c'était assez long. C'était effectivement assez. Mais on voyait leur tronc, je veux dire, c'était parce que une baignoire, ça nous fait exprès. Mais c'est ça, de voir la réaction, puis je trouvais que peut-être dans la représentation qu'il y avait quelque chose d'encore très subversif, où ça va chercher quelque chose qui, de l'ordre du discours, on ne le voit pas, on y pense, on dit ça va. Puis soudainement, quand c'est devant nous, là, il y a une rébellion qui est tellement impressionnante. Non, je suis tout à fait d'accord. Et souvent, quand les gens théorisent, dans le fond, sur l'homophobie, on voit beaucoup que l'homophobie est souvent basée sur que l'agresseur va se sentir agressé par la présence ou l'existence de la victime. C'est que, parce qu'en fait, une représentation d'homosexualité vient en quelque sorte fragiliser dans un cadre vraiment traditionnel la construction de la masculinité, qui est construite, parce que le genre étant tout le temps un rapport hiérarchique, le genre masculin est conçu comme étant le dominant dans cette dichotomie-là. Mais en fait, c'est un dominant dominé par la dominance. Parce que s'il affirme pas, dans le fond, en criant qu'il a donc vu deux hommes ensemble, s'il ne fait pas ça, dans le fond, c'est que ça vient d'une certaine manière, pas le rabaisser, mais changer ce rapport hiérarchique-là. Ça le déstabilise un peu une certaine dominance masculine, dans le fond. C'est pour ça aussi, en général, qu'on constate dans les sociétés que l'homosexualité masculine est plus réprimée que l'homosexualité féminine, qui est souvent en fait juste occultée, mais pas particulièrement réprimée. Donc, mais c'est ça, mais je trouvais que le fait qu'il y ait l'homonormativité, oui, je trouvais que c'était un signe finalement de quelque chose de positif, en n'étant pas du tout positif, mais dans la mesure où, un peu comme la construction d'une grammaire qui forcément doit se poser contre pour établir une langue qu'on va pouvoir partager, je trouvais que le fait de pouvoir parler d'homonormativité signifiait aussi qu'il y avait quelque chose de construit un peu plus, parce que finalement, l'amour romantique, passionnel est rejeté par tout le monde, même hétérosexuel, c'est pas très sûr qu'on a le droit de le vivre, il y a forcément, pas s'il est trop passionnel, pas s'il va aller contre la mort, il va aller contre Dieu, il va aller contre tout, c'est inacceptable, il va falloir Tristan dit, il faut que ça cesse, faut que ça cesse, l'amour passionné, puis c'est ça, je trouvais. Alors qu'effectivement, l'amour côté lesbien, ça va être repris par les hommes en général, hétérosexuels, c'est ça. Ça va être beaucoup ça. Mais là, le fait vraiment de pouvoir avoir un mot qui va contre, ça veut dire que, il y a quand même la base quelque part. Parce que ça, je trouvais ça fascinant comme idée. On peut même voir aussi, si on considère que d'un côté, l'orthodoxie dans l'homosexualité serait l'homonormativité, on voit aussi du côté hétérosexuel,
on va aussi du côté hétérosexuel. On commence à parler maintenant, très récemment, là, d'hétérosexualité queer. Dans le fond, qui sont des personnes qui vivent l'hétérosexualité, mais en dehors, dans le fond, de cette espèce de schème très, très rigide et traditionnel qu'on connaît, mais dans lequel on ne vit pas nécessairement non plus. Il faut considérer qu'on n'est pas, en général, la société n'est pas la plus traditionnelle au niveau des relations hommes-femmes non plus. Dans le fond, on est un peu à mi-chemin, mais il y a quand même cette notion-là qui commence à sortir, qui dans le fond est comme l'opposé, c'est comme le queer dans l'hétéro, au lieu de voir l'hétéro dans le gay. C'est intéressant. Alors la bonne. Je me demandais juste, est-ce que c'est par rapport à ces enjeux-là que c'est important pour toi, je sais pas si c'est important, mais que tu fais la distinction entre pornographie et érotisme? Je pensais à quand tu disais, c'est pas la pornographie, c'est de l'érotisme. Cette partie-là, je t'avoue, reprend un peu les paroles de la critique. Moi, la différence que je ferais... Je te dirais qu'elle n'est pas très claire, mais je pourrais établir une certaine différence, par exemple, entre une production, un texte ou quelque chose qui serait érotique et pornographique. Je pense que c'est une question de perspective plus que de sujet. Je pense que c'est plus au niveau de l'approche de la sexualité qu'on pourrait voir une différence, je sais pas. Je pense que la pornographie ramène plus à la matérialité que l'érotisme en tant que tel. L'érotisme est c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça. La pornographie est plus matérielle. Mais je me demandais justement si c'était ça, s'il fallait comme sauver ces scènes-là d'une simple matérialité, puis c'était dans cette idée d'amour-là qui... Je pense que c'est à ça que la représentation justement de la sexualité, mais d'une manière très érotique et non pas pornographique. Je pense que c'est à ça que ça sert justement, dans le fond, pour un peu... dans le fond, c'est tout dans un effort de dignification, de légitimisation, dans le fond, de ces relations-là. Donc, dans le fond, une des critiques, souvent on ramène toujours l'homosexualité ou la personne homosexuelle il y a comme une sexualisation automatique de tout rapport avec l'homosexualité ou avec souvent. Donc, dans le fond, ça, c'est comme une certaine manière, dans le fond, de couper ce pont-là, on pourrait dire, entre la personne en tant que telle et la sexualité qui n'est pas nécessairement un rapport automatique. Vous comprenez? Comme des fois, comme par exemple, une personne qui va avoir qui va être très très mal à l'aise face à une personne homosexuelle affichée, même si c'est un cadre totalement non sexuel. C'est justement parce que souvent, autant on entend souvent, on ramène toujours la femme à sa matérialité, souvent on ramène toujours l'homosexuel à sa sexualité. D'une certaine manière comme ça. Mais c'est mis de l'avant aussi pour des raisons. Oui, malheureusement. Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé.